Merci de votre fidélité au programme de Renouveau TV. Bienvenue dans votre émission Regard croisé. Tension entre le Mali et la Côte d'Ivoire autour de l'arrestation ici au Mali des 49 militaires ivoiriens qualifiés, si vous voulez, considérés par le gouvernement malien comme étant des mercenaires. C'est la principale information qui va occuper nos regards ce soir. Pour l'aborder, nos invités, ils sont trois. Le premier, Hassan Sey, il est juriste. Monsieur Sey, merci d'être avec nous ce soir. Merci à vous. Deuxième invité, Monsieur Abdoul Niang, il est journaliste. Monsieur Niang, merci d'être sur ce plateau. C'est un plaisir pour moi. Troisième invité, Monsieur Abdoulaye Di Alaï Koïta, président du mouvement En Avant. Monsieur Koïta, merci d'être là. Merci à vous, Monsieur CDV. Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous dans l'émission Regard croisé. Comme annoncé depuis le début de cette semaine, la tension monte entre Bamako et Abidjan autour de l'arrestation, bien sûr, de 49 militaires ivoiriens considérés par le gouvernement malien comme étant des mercenaires. Et depuis, on assiste à, si vous voulez, une surenchère verbale entre internautes des deux pays. Abdoul Niang, vous avez été l'un des premiers journalistes quand même à annoncer l'arrestation de ces 49 militaires ivoiriens à l'aéroport Bamako-Sénou. Si vous voulez, le premier journaliste à avoir informé les gens, Oui. sauf que mon message a été repris en boucle par d'autres relais Oui. qui ont complètement déformé mes propos Oui. en parlant de mercenaires et de tentatives de coup d'État ou d'assassinat contre le président Assimi Goïta. Les faits, ce sont les faits qui nous intéressent. 49 militaires ont été bel et bien interpellés à l'aéroport international de Bamako-Sénou. Ces 49 militaires sont de nationalité ivoirienne. Il y a 31 éléments de force spéciale ivoirienne qui sont dedans. À leur arrivée, il n'y avait pas d'ordre de mise, comment dirais-je, D'ordre de mission, hein? d'ordre de mission. Oui. Et également, sur leur passeport, l'identité présentée faisait débat. Les autorités n'étaient pas préalablement informées. Voilà, entre autres. De l'arrivée de ces deux appareils. L'arrivée de ces deux appareils à bord du premier, le personnel militaire. Dans le second avion, il y avait les équipements militaires, c'est-à-dire l'équipement complet d'un élément des forces spéciales de la tête jusqu'aux orteils. D'accord. Et donc voilà pourquoi les autorités étaient obligées de procéder à des enquêtes sérieuses qui ont révélé autant de choses, peut-être qu'on en parlera. Comment vous avez accueilli cette nouvelle? Bon, je pense que tout Malien l'a accueilli avec beaucoup de stupeur et je pense que cela ne devait pas se faire vu que le Mali vient de quitter un embargo qui a été imposé par la CEDEAO et presque 80% des Maliens pensent que ces sanctions-là sont dues essentiellement au président de la Côte d'Ivoire, qui est Alassane Dramane Ouattara. Donc, juste après la levée de ces embargos, de cet embargo-là, voir des militaires ivoiriens venir au Mali sans ordre de mission, cela est inquiétant. Donc, je pense que cela a été, pour la plupart de la population, a accueilli favorablement l'arrestation de ces militaires-là. Donc, qu'elle est favorable aussi qu'il y ait une enquête approfondie pour savoir les raisons fondamentales qui ont fait que ces militaires-là sont venus au Mali et que sans ordre de mission, personne ne sait ce qui les a amenés. C'est vrai, après on a eu à voir des communiqués différents de chaque entité. Les Nations Unies font leurs communiqués, la Côte d'Ivoire à part, le Mali aussi fait un communiqué à part. Je pense que dans tout ça, là, quand même, la population l'a accueilli avec beaucoup de satisfaction par rapport à ce que le gouvernement a eu à faire en interpellant ces militaires et aussi après le communiqué qui a suivi en disant que ces militaires-là sont considérés comme des mercenaires parce qu'on est dans une situation très très délicate entre la Côte d'Ivoire et le Mali et je pense qu'on ne doit pas prendre ça à la légère. D'accord. Monsieur, c'est la qualification juridique choisie par le gouvernement malien pour qualifier les faits, c'est le mercenariat. Est-ce que cette qualification s'y est dans ce contexte? Merci Barou pour la question et merci pour l'invitation et bonsoir à tous les téléspectateurs et aux auditeurs. Cette définition sied, elle sied en fonction de si on le prend au sens strict ou si on le prend au sens large. C'est-à-dire que quand on prend le terme de mercenaire,
à l'origine, même étymologiquement, ça vient de mercène, qui signifie salaire. C'est quelqu'un qui est payé plus qu'une armée régulière. Ça veut dire que si on veut l'étendre, on peut considérer que même les membres de la MINUSMA sont des mercenaires. On peut considérer que la Légion étrangère, ce sont des mercenaires. On peut considérer que la garde pontificale suisse, ce sont des mercenaires. La garde suisse pontificale, c'est des mercenaires. La Convention de Genève a circonscrit en disant que, par exemple, la garde pontificale, la Légion étrangère française, même s'ils fonctionnent exactement comme des mercenaires, ce ne sont pas des mercenaires parce qu'ils sont là dans le cadre d'une mission précise et sur le long terme. Donc si on prend mercenaires vraiment au sens large, tous ceux qui sont armés, qui viennent dans un pays, qui sont mieux payés que l'armée régulière, ce sont des mercenaires. Maintenant, si on prend le terme mercenaire dans le sens où on l'entend en disant c'est des combattants sans foi ni loi, oui, non, mais même le sens pénal. Parce que dans le cadre dans le sens pénal, le mercenaire, justement, comme je vous le dis, c'est quelqu'un qui n'est pas parti au conflit et qui est payé plus que l'armée régulière. Maintenant, on ne peut pas dire que la MINUSMA, ce sont des mercenaires parce qu'on considère qu'il y a des conventions qui sont signées avec eux. Oui. Mais sinon, c'est des mercenaires. La Légion étrangère, l'exemple que je vous ai donné, c'est la même chose. C'est pour ça que je dis au sens large. Mais maintenant, nous, quand on entend mercenaires aussi... Sauf que ces militaires aussi se prévalent de cette bannière des Nations Unies. Ça pose un autre problème. Parce qu'on a vu qu'avec les éléments de preuve avancés, la MINUSMA a fait un démenti. Il y a, je ne vais pas citer le nom de la chaîne, mais comme on est à la télé et que tout le monde est au courant, RFI a fait même une note vocale à ce sujet-là. Peut-être ça va leur permettre de reconquérir une partie de leur public, peu importe, toujours est-il que ce n'est pas le sujet. Mais il y a des contrariétés dans les informations qui sont données. Mais toujours est-il que, de manière très simple pour répondre à votre question, oui. Ils sont des mercenaires. Pénalement, on peut les considérer comme des mercenaires. Maintenant, au sens où on entend mercenaires sans foi ni loi, des gens qui sont venus pour tuer ou pour déstabiliser, à l'ordre de quelqu'un précisément, oui. Ça, il faut qu'on ait les éléments de preuve. Et juste, je finis sur ça. Oui. Avec les éléments qu'on a aujourd'hui à disposition de ceux qu'on a entendus, nous, il y a un doute qui peut subsister. On va en venir. Abdou Niang, les 49 militaires ivoiriens sont-ils des mercenaires, selon votre analyse? Le gouvernement les considère comme des mercenaires à juste titre. Oui. Parce que quand des militaires étrangers s'aventurent sur ton territoire de façon illégale à ton insu, tu peux même les qualifier de façon pire que mercenaires. Si on veut, on peut les appeler des terroristes. Qui peut nous contredire? S'ils sont venus à notre insu, quel était le dessein derrière? Un militaire vient dans ton pays, sur son passeport, et est mentionné étudiant. Ça veut dire qu'il est venu pour une opération secrète. C'est ce qui justifie la dissimulation de l'identité. Sauf qu'il nous revient que dans la pratique, toutes les forces spéciales sont souvent enclines à dissimuler leur identité. Absolument, ils ont plusieurs passeports, et même les éléments, oui, parce qu'ils relèvent d'un service secret, parce que les forces spéciales relèvent de la sécurité d'État dans le pays, et pour des missions secrètes, ce qui nécessite une multitude d'identités. Oui. Et maintenant, pourquoi venir sur un territoire étranger avec une identité dissimulée? C'est ça le problème. Ça veut dire que l'intention était mauvaise. Donc à partir de là, le gouvernement peut les appeler comme il veut. On dit que c'est des mercenaires, et bien sûr que c'est des mercenaires. Surtout, le gouvernement ivoirien, au départ, avait décliné toute connaissance par rapport à leur présence. La MINUSMA, au nom de laquelle ils sont venus, décline toute responsabilité. Peut-être qu'ils seraient venus finalement. Non, parce que les badges existent. Oui. Ils ont les badges de la MINUSMA. J'ai cette preuve en main. Ils ont des badges de la MINUSMA. Comment ces badges-là ont été établis? Là est le problème. Mais ce dossier suscite un autre problème très important, oui. Parce que si le détenteur de la résolution du mandat, c'est-à-dire la France, invite les pays qu'il veut sur notre territoire, chacun de ces pays aussi a la possibilité d'inviter qui il veut sur notre territoire, qu'on appelle les soutiens, nationaux. Oui. Et eux aussi, des sociétés privées peuvent avoir des contrats avec ces éléments intervenus sur notre territoire comme ils veulent, à l'insu de notre État. Pour quelles raisons?
après la présence de plus de 12 000 militaires de casques bleus, et pourquoi il y a nécessité de faire venir d'autres militaires sur notre territoire de façon aussi opaque? Parce que la MINUSMA ne reconnaît pas officiellement la participation de ces gens aux opérations de maintien. Mais ils viennent sous la couverture de l'ONU. C'est ce que beaucoup n'ont pas compris. Il y a la couverture de l'ONU, oui, mais l'ONU ne les reconnaît pas officiellement. Donc ça veut dire que là, il y a quelque chose qui se cache derrière ça. Pourquoi ces militaires viennent sur notre territoire avec des armes de guerre, des militaires bien spécialisés dans des opérations? Donc la question se pose à ce niveau. Donc si le gouvernement dit que c'est des mercenaires, bien sûr que c'est compréhensible. Oui, vous pensez que le gouvernement malien a été bien inspiré de qualifier ces 49 militaires de mercenaires? Bon, je pense que bien avant que le gouvernement ne fasse ce communiqué-là, ils ont eu à mener des enquêtes. Je pense que c'est 48 heures après leur arrestation qu'ils ont fait ce communiqué-là. Donc je pense qu'ils ont bien réfléchi et bien mûri leurs pensées pour avoir un qualificatif quand même à ces militaires-là, puisqu'il faut leur donner un nom. Donc s'ils ont pensé que c'est leur qualifier de mercenaires, c'est le mot qu'il faut, je pense que c'est à juste titre et on ne pourra que l'accepter. Maintenant, c'est à la partie adverse, puisque je pense qu'ici il y a une adversité qui est là, la partie adverse qui est la Côte d'Ivoire, qui doit prouver que ces gens-là ne sont pas des mercenaires, puisque je pense qu'au début même, ils ne les reconnaissent, ils n'étaient même pas au courant de leur présence. C'est après qu'ils ont dit que bon voilà, peut-être c'est des choses qu'ils ne savaient pas. Après avoir fait ce communiqué-là, ils ne les qualifient plus de mercenaires, mais peut-être le ton n'était pas propice, le ton employé par le gouvernement ivoirien n'était pas propice à la situation, puisque vos soldats se retrouvent dans un pays étranger qui est dans une crise telle que le Mali, et avec une crise diplomatique aussi en quelque sorte avec la Côte d'Ivoire, on peut le dire. Donc si ces militaires se retrouvent sur leur territoire et qu'ils donnent ce terme de mercenaires, là, c'est à vous de justifier qu'ils ne sont pas des mercenaires. Mais là, parler de leur libération sans condition, là je pense que ça a été un peu exagéré. Le communiqué de la Côte d'Ivoire était un peu exagéré. Donc je pense que c'était le moment, ce qu'il fallait faire, peut-être dépêcher le ministre des Affaires étrangères ivoirien et le ministre de la Défense ivoirienne au Mali pour chercher une solution à cela, que de faire un communiqué. Je pense que le communiqué de la Côte d'Ivoire n'était pas le bienvenu. Ok. Monsieur Sey, Abidjan s'en est expliqué sur la question. Est-ce que vous avez été convaincu par la version livrée par le gouvernement ivoirien, Alassane Dramane Ouattara, qui demande la libération sans délai et sans condition de ces 49 militaires? Merci. Je ne suis pas convaincu du tout. Mais en même temps, il est dans son rôle. C'est le militaire ivoirien. Donc lui, en tant que président de la Côte d'Ivoire, il faut qu'il envoie un soutien, même si pour l'instant, c'est les discours. Parce qu'il n'y a pas eu de représailles. On espère qu'il n'y aura pas de représailles et que ça peut se régler diplomatiquement. Mais s'il faut parler simplement, pour revenir un peu même à la question de départ, comment on peut expliquer qu'une présence militaire sans ordre de mission, parce que c'est venu, c'est revenu. J'ai entendu beaucoup de personnes dire que c'est une habitude, ça se faisait déjà avant. On a quand même vu des ordres de mission sur les réseaux sociaux. Non, hein? Attention. On a vu des ordres de mission qui ont été apparemment produits après, oui, mais alors arrivés et n'ont pas présenté d'ordre de mission. Et normalement, quelle que soit la lenteur administrative, quelles que soient les raisons qui expliquent cela, dans le principe, pour que chacun comprenne, c'est lorsqu'on reçoit son ordre de mission qu'on va en mission. C'est le principe. Donc, c'est du non-sens d'aller en mission sans ordre de mission, qu'il ait été établi ou pas. Maintenant, si réellement, on ne sait pas, on ne va pas rentrer dans des suppositions, mais si réellement la Côte d'Ivoire avait des intentions ou était en alliance avec des forces qui veulent déstabiliser le Mali, mais bien évidemment, si ces militaires sont arrêtés, il faut que la Côte d'Ivoire fasse quelque chose. Sauf que cette relève ne serait pas à son premier essai. C'est une relève qui est régulière. C'est à ce point que je venais également. Oui. C'est ce que je dis. Il y a beaucoup de gens qui nous disent ça se fait de manière régulière, on n'a jamais exigé tout ça. Moi, je n'ai pas vu ces preuves-là. Je ne sais pas si ça fait de manière régulière ou pas. C'est-à-dire que toutes ces fois non plus, ce n'était pas normal. Mais le cas d'aujourd'hui, en tout cas le cas récent qu'on a, c'est clair que ce n'est pas normal que des forces armées arrivent dans un pays sans ordre de mission. Maintenant, relatif au communiqué, on dit que des éléments, lorsqu'ils ont été isolés et qu'ils ont discuté et qu'ils se sont entretenus avec eux,
il y a eu plusieurs versions différentes. On nous a parlé de 4 versions différentes officielles, mais apparemment il y en a eu 6 ou 7 autres, deux autres, parce qu'on nous parle aussi, il y en a qui ont dit qu'ils étaient dépêchés pour aller au nord. Ça, c'est encore un autre problème. On va savoir si ce n'est même pas la vraie version. Toujours est-il qu'il y a trop de versions. Maintenant, pour éviter peut-être des incidents diplomatiques, il faudra que le Mali essaie de trouver la juste mesure, parce que les garder aussi en détention, réellement, qu'est-ce que ça nous apporte? Maintenant, comme cela a permis de relancer aussi des discussions, et ça a été fait très justement par le ministère des Affaires étrangères, pour la MINUSMA au niveau des Nations Unies, au niveau des partenaires, en disant que dorénavant, il faut une coordination au niveau des actions lorsqu'il y a des forces qui doivent venir au Mali, parce que ce n'est pas un champ, c'est un territoire souverain avec ses frontières. Il faut qu'on puisse savoir à l'avance qui vient et comment. Qu'on ait des manifestes, comme ils disent eux-mêmes, de personnes, c'est-à-dire des voyageurs, et de cargos, c'est-à-dire des marchandises. Et par ailleurs, on nous dit aussi que ces personnes sont venues dans le vol retour. C'est-à-dire qu'apparemment, il y a des personnes qui sont parties, et eux, ils sont revenus avec l'avion. Moi, la question que je me pose, pourquoi simplement eux, ils ne sont pas venus et ils ont fait la passation directement dans le même avion? Il y a trop d'informations qui ne sont pas claires. Et comme c'est un dossier qui reste quand même sensible, parce que ça relève de la sûreté de l'État, on ne peut pas s'engager sur certaines informations qu'on ne possède pas. Mais ce qui est clair, c'est que ce n'est pas clair. D'accord. Monsieur Niang, le gouvernement ivoirien s'en est expliqué. Vous avez entendu ces explications? Il faut dire que le gouvernement ivoirien s'est ridiculisé. Ce n'est pas une explication. C'est-à-dire, quand vous sortez dire que c'est des éléments nationaux de soutien qui intervenaient au nom et au compte de la MINUSMA, la MINUSMA dit que c'est faux. Et également, on reconnaît l'existence d'un accord dans ce sens qui prévoit le déploiement d'éléments nationaux de soutien depuis 2019. Mais l'ONU précise, de 2019 à maintenant, aucun militaire ivoirien n'a été au Mali dans le cadre de cet accord. Oui. Ça veut dire que toutes les autres relèves dont on parle l'ont été de manière illégale. Mais cette fois-ci, c'était encore pire, puisque leur identité même n'est pas connue. Autre point, le lien contractuel avec la société que ces militaires devraient servir, il n'est pas encore établi. L'ambassade allemande à Bamako a infirmé l'existence d'un contrat entre leur société, entre les militaires allemands et ces Ivoiriens. C'est dans les colonnes du journal Libération, un journal français. Même si le ministre de la Défense allemand appelle à la libération de ces militaires, mais sans quand même démentir ce que l'ambassadeur a quand même dit de façon très claire. Alors pourquoi ces militaires sont ici? Ils ont quand même le badge de la MINUSMA établi. Est-ce que ce document est faux? C'est à la MINUSMA de se prononcer là-dessus, mais la MINUSMA c'était sur ça. Mais ce qui est clair dans cette histoire est qu'il y a une nébuleuse au sein des opérations de maintien de la paix qui favorise une telle pratique. Pratique pour quel dessein, justement? C'est ça la question. Voilà pourquoi la MINUSMA est accusée fréquemment de déstabilisation, d'opérations secrètes sur les théâtres où l'ONU intervient. Et c'est à juste titre, voilà, des choses comme ça qui doivent être clarifiées, parce que ce qui est clair quand même comme eau de roche, on voit une intention malsaine qui se dissimule derrière ça. Okay. Beaucoup parlent de complicité de la part de la MINUSMA dans ce dossier. Est-ce que vous entrevoyez les choses de cette manière? Bon, là, tout le monde sait qu'on ne peut pas avoir le badge de la MINUSMA comme ça quand même, ce qui est sûr. Et la MINUSMA aussi sous-traite beaucoup de choses. Ça, même au niveau national, il y a des choses qu'ils sous-traitent. Donc, dire que ces forces armées-là relèvent de la MINUSMA, si la MINUSMA dit qu'elle ne relève pas d'elle, ça, c'est un problème. Non, au départ, on a entendu certaines déclarations venant de la MINUSMA qui, quand même, confirmaient effectivement... Voilà, maintenant, peut-être on les a demandé les documents. Oui. Nous ne pouvons pas prouver les documents. Obligatoirement, ils vont dire que ces militaires-là ne relèvent pas d'eux. Mais comme il a été dit qu'il y a beaucoup de sous-traitance au niveau de la MINUSMA même, des militaires qui sont là, ils aussi sous-traitent leur sécurité à d'autres, on a entendu ça. Chacun sous-traite des trucs là, donc voilà, peut-être que ces mercenaires-là sont venus dans ce cadre-là. Qu'importe, même s'ils viennent dans un cadre de sous-traitance,
il devait quand même avoir un ordre de mission et que la MINUSMA aussi devait être informée. C'est sûr qu'on a vu, peut-être avant, c'était par là que les gens rentraient n'importe comment, Serval et autres, là, tout le monde rentrait. L'aéroport, quand même, c'était un passoire, les gens venaient, on ne contrôlait rien. Maintenant, les choses ont changé. Donc, sans ordre de mission, on ne pourra pas venir et que la MINUSMA aussi doit prendre ses responsabilités, approfondir la réflexion, voir réellement s'ils ont donné des accords à certaines personnes pour pouvoir amener des militaires et que ces gens-là aussi ont sous-traité. C'est ce qu'il faut aller chercher à savoir. Maintenant, rester seulement, nous ne l'avons pas donné, alors que vous savez dans la pratique que d'habitude vous donnez à d'autres et qui donnent aussi à d'autres. Donc je pense que la MINUSMA doit aller en profondeur pour vraiment prouver qu'ils n'ont pas donné d'ordre de mission à certains qui peuvent aussi déléguer cet ordre-là à d'autres pour qu'ils puissent venir au Mali. Okay. Que ce soit les Ivoiriens, d'autres nationalités aussi. Donc cette pratique-là qu'ils font d'habitude, peut-être ils peuvent aller creuser beaucoup plus mieux. Ok. Voilà. Est-ce que les positions ne sont pas tranchées de part et d'autre, hein? Quand on écoute Abidjan, on appelle à la libération immédiate et sans délai de ces 49 militaires. Au niveau de Bamako, on est dans la logique de judiciariser le dossier. Est-ce que finalement, il y a une possibilité de concilier un peu ces deux positions tranchées? Il faut les concilier. Je pense qu'au-delà de l'émotion, il faut aussi prendre en compte la raison. Et comme je le dis, n'importe quel chef d'État responsable, si tu as des troupes qui sont arrêtées, quelles que soient les missions pour lesquelles elles ont été envoyées, le réflexe c'est de demander leur libération. C'est tout à fait normal et c'est même légitime. Maintenant, le Mali n'est pas obligé de répondre favorablement. Ça, la Côte d'Ivoire le sait également. Donc c'est à eux d'amener les éléments pour qu'on puisse rentrer dans un climat plus... Oui, mais l'immédiateté qui a suivi cette demande de libération, est-ce que ce n'est pas une sorte de menace, en tout cas à l'endroit du gouvernement? Ça peut être compris comme ça, mais comme je le dis, c'est diplomatique. Parce que la Côte d'Ivoire a répondu immédiatement, mais pas immédiatement. Ils ont répondu peut-être 24 heures après. Et comme on leur reprochait même déjà une lenteur au niveau de la réponse, finalement, au moment de répondre, il fallait qu'ils aient un ton plus ou moins ferme pour dire à ces soldats-là, on est avec vous. Mais ce que je veux préciser qui est très important, c'est que la plupart des pays dits développés, et même au Mali, ont ce qu'on appelle des services de renseignement et de sécurité. Et dans le cadre de ces missions, tout n'est pas dit à l'avance. Et comme tout n'est pas dit à l'avance, lorsqu'il y a par exemple des forces spéciales qu'on engage, parce que c'est généralement comme ça qu'on procède, je ne dis pas que cette fois-ci c'était le cas, une fois qu'ils sont sur le terrain, ils font ce qu'ils ont à faire, ils reviennent, et eux, effectivement, sont relayés par d'autres. Mais il y a une possibilité technique qui existe. La possibilité technique, c'est quoi? Parce qu'on peut avoir un doute raisonnable. C'est que le contingent allemand qui sont censés venir protéger, qui lui fait partie de la MINUSMA, qui lui a toutes les autorisations, aurait pu effectivement, à leur niveau, au niveau de leur service de renseignement, prendre des mesures directement avec une société ivoirienne ou avec les services spéciaux ivoiriens ou avec les forces spéciales ivoiriennes ou d'une autre nationalité pour sécuriser telle ou telle chose. Mais même dans ce cas-là, eux, ils auraient dû faire un retour d'abord à la MINUSMA et la MINUSMA aurait dû faire un retour aux autorités maliennes. Maintenant, le premier réflexe de la MINUSMA qui consiste à dire oui, c'est possible, c'est parce que dans le cadre des missions de maintien de la paix, on a ce qu'on appelle le soutien logistique. Donc si on leur dit que c'est un soutien logistique, ils se disent « Ah oui, c'est possible ». Mais une fois après vérification, s'ils ne voient pas de traces d'Ivoiriens ou de missions qui devaient venir en soutien logistique, et généralement on sait avec quel type d'armes plus ou moins ils arrivent, eux ils ne comprennent pas. Par ailleurs, la MINUSMA, à côté de l'aéroport, a sa base. Donc quand c'est vraiment des éléments de la MINUSMA, ils ont parfois la possibilité de faire atterrir directement l'avion dans la base même de la MINUSMA. Mais là, ils ont atterri à l'aéroport. Donc il y a beaucoup de choses qui ne sont pas claires. Toujours est-il que, comme je l'ai dit aussi, il faut, au-delà de l'émotion, voir concrètement, même si ces militaires devaient être maintenus au Mali, qu'est-ce qu'on y gagne? D'accord. Abdoul Niang, certains ont vu à ce communiqué du gouvernement ivoirien une dose de menace à l'endroit du gouvernement malien. Est-ce que vous voyez la chose? C'est un communiqué qui ne s'adresse pas véritablement au gouvernement du Mali. Oui. Ça s'adresse plutôt au peuple ivoirien. Une façon de dire que le gouvernement est en train de faire quelque chose et que le gouvernement aussi est en train de défendre les Ivoiriens
mais en bas du communiqué, on met plutôt l'accent sur les liens de fraternité, sur le dialogue, etc. Donc je crois que c'est cette partie qui s'adresse à l'État malien. Sinon, le ton martial, là, ça c'est plutôt un discours politique et pour quand même apaiser les Ivoiriens, quand même donner un peu de sentiment de fierté. Mais ce que je note, il faut se rendre compte que ça, c'est pas une première expérience. C'était les forces spéciales danois qui étaient venues chez nous, de manière douteuse aussi, et sans l'accord de l'État malien, qui ont été renvoyés. Et c'est après ça, c'est maintenant les forces spéciales ivoiriennes qui viennent. Est-ce qu'il y a une relation entre ces deux événements? Quand on parle de forces spéciales, elles relèvent des services secrets rattachés directement au président de la République. Et pourquoi généralement on privilégie l'intervention des forces spéciales? Parce que cela n'a pas besoin de l'aval du Parlement. Et puis ce n'est pas également leur action n'est pas également soumise au contrôle parlementaire. Parce que c'est généralement des opérations secrètes, des actions de déstabilisation telles que les assassinats politiques, tels que des soutiens au mouvement hostile à l'État et même des coups d'État. Partout où ces éléments spéciaux interviennent sur des théâtres étrangers, c'est pour des opérations du genre. Maintenant, une autre question très importante. Est-ce que c'est à quoi on assiste? Est-ce que ça concerne uniquement la Côte d'Ivoire? Est-ce que d'autres militaires ne sont pas venus sur notre territoire de cette façon dissimulée? Ça peut être, on peut estimer le nombre à combien? Quel autre pays? On a vu aujourd'hui que l'État malien s'est opposé au départ de 8 soldats allemands qui font partie du contingent allemand dans l'aménagement pour des vérifications de documents de voyage, justement parce qu'il y a des doutes à ce niveau aussi. Combien d'éléments militaires se trouvent illégalement sur notre territoire à l'heure où nous sommes, sous la couverture de l'ONU, et qui sont entrés dans notre territoire de la même façon? Et pour quelle intention? Voilà les questions que les services spécialisés de l'État doivent chercher, dont on doit chercher la réponse quand même pour notre survie, parce qu'il s'agit vraiment de défendre notre survie en tant que nation, en tant qu'État. Ok. Monsieur Goïta, certains dénombrent le nombre de Maliens vivant en Côte d'Ivoire, en tout cas à des millions. Qu'est-ce que finalement, pour reprendre la question de qu'est-ce que le Mali gagne en retenant ces 49 militaires dans les liens de la prévention? D'accord, je pense que le problème, c'est pas... Est-ce qu'il y a lieu de faire un parallèle? Bon, je pense que on est obligé de faire le parallèle. Quand tu détiens des soldats d'un pays où il y a une grande majorité de ta population là-bas, on est obligé. Ça, c'est sûr. À travers les réseaux sociaux, même, on voit que les gens s'adonnent à toutes sortes de dénigrements, d'insultes qui ne valent pas la peine, puisque c'est un problème entre États. Ce n'est pas seulement les populations, c'est les gouvernants qui doivent gérer ce problème-là. Mais ce n'est pas seulement un problème de 49 militaires ivoiriens. Ça, c'est un problème même de l'aménagement, un problème même de l'effectif des forces armées des autres pays qui se trouvent actuellement au Mali ici. Ça doit se gérer à ce niveau-là. Maintenant, je pense que les Maliens et les Ivoiriens doivent avoir raison garder et ne pas faire de cela un problème entre les peuples. C'est un problème entre nos gouvernants. Je pense que la diplomatie va primer par rapport à la justice. Je ne pense pas qu'on va en arriver jusque-là pour parler de justice. C'est vrai que le communiqué du gouvernement dit cela, que le problème va être remis à la justice. Je ne souhaite pas, je pense que, et je n'espère pas que ça vaille qu'on aille jusqu'à cela. Dans le communiqué du gouvernement, on note un projet funeste visant à déstabiliser, si vous voulez, la transition. Le gouvernement est dans son rôle. A-t-il certainement des éléments pour corroborer un peu cette... Je pense que le gouvernement ne va pas faire ce communiqué-là comme ça. Je pense qu'il est dans son rôle de douter et de dire ça dans le communiqué qu'il y a un projet funeste par rapport à... Est-ce que c'est là encore un doute, si ce n'est pas une affirmation? Bon, si le gouvernement l'a dit, je pense qu'ils l'ont dit, ils ont eu assez de temps, ils ont bien réfléchi, ils ont eu quand même à mener un minimum d'enquête pour affirmer cela. Mais je pense que même s'il y a toutes ces informations-là, je pense que la diplomatie doit primer par rapport à la justice.
même si on doit mettre en place une justice, quelle sorte de justice va juger des soi-disant mercenaires ivoiriens au Mali ici? Par rapport à quoi? Quand est-ce que ça va se faire? Je pense qu'on n'aura pas besoin de tout ça. Étant donné qu'au début, les Ivoiriens, le gouvernement ivoirien a dit qu'ils ne sont pas au courant. Après, ils ont dit qu'ils sont au courant, c'est un tel. Maintenant, je pense que les dirigeants, le ministre des Affaires étrangères de la Côte d'Ivoire, comme je l'ai dit au début, et le ministre des Forces armées, qu'est-ce que ça leur coûte? Bamako, Abidjan, c'est quoi? Ils peuvent venir s'asseoir autour d'une table, discuter. Voilà qu'est-ce qui s'est passé. Voilà pourquoi l'ordre de mission n'était pas là. Il n'était pas là dans un projet funeste. Voilà. Je pense que cela serait mieux que d'aller à un bras de fer avec la Côte d'Ivoire. Même si je pense que la population ne sera pas concernée. Je pense que les Ivoiriens sont matures, les Maliens aussi sont matures pour s'adonner, je ne sais pas, un problème de... Bon, pas vengeance quand même, un problème de représailles entre nos deux populations. La Côte d'Ivoire et le Mali, je pense que c'est deux peuples frères et sœurs. On est là ensemble depuis combien d'années? Je pense qu'on estime même à plus de 4 millions de Maliens en Côte d'Ivoire. Je pense qu'il y a beaucoup d'Ivoiriens aussi qui sont en Côte d'Ivoire. On se soutient mutuellement. Chaque Malien a peut-être un parent en Côte d'Ivoire et vice-versa. Je pense qu'on n'aura pas l'occasion d'aller jusqu'à cela, nos gouvernants. Et nous, les politiques, les journalistes, les hommes de droit vont savoir raison garder et discuter et parler et apaiser pour que nous puissions sortir de cette situation sans qu'il y ait un grand différent entre nos deux États. Merci. Comment aller à la désescalade? Bon, vous savez, en droit, il y a ce qu'on appelle le droit de grâce. Parce que quand on regarde, par exemple, la Convention sur l'élimination du mercenariat en Afrique, qui est une convention de l'Union africaine auquel nos États ont adhéré, lorsque on a des cas de mercenariat, comme c'est le cas aujourd'hui, l'État a la possibilité de les condamner à la peine maximale qui est prévue dans son droit. Et dans notre cas, à nous, même si ce n'est pas appliqué, on a même la peine de mort, qui est la peine la plus forte. Donc, pour ne pas arriver à ce type d'extrémité, il faut prier que le président ait du bon sens, et je pense qu'il en a, que les autorités aussi aient du bon sens, je pense qu'ils en ont, pour dire, la Côte d'Ivoire, si vous portez, parce que c'est comme s'ils se portaient garant de ces militaires-là, en disant que toutes les autorisations qui manquent et tout ce qui a été dit, vous affirmez, vous maintenez que c'est sous votre responsabilité et que vous l'assumez, le Mali libère ses militaires, mais s'il y a un problème demain, c'est la Côte d'Ivoire qui est responsable et vous acceptez de prendre ce rôle-là. Parce que il faut que le dialogue se fasse de manière franche, mais sans que les uns prennent les autres pour des imbéciles, pour parler simplement. Parce que, quelle que soit la raison, encore une fois, tu ne peux pas avoir 49 militaires qui viennent pour une mission précise et qui aient autant de versions différentes. C'est pas normal. Ça veut dire qu'il y en a qui ne savent même pas pourquoi ils sont là. Et ça, c'est encore plus dangereux. Donc, il faut vraiment que les diplomaties des deux pays puissent discuter. Et comme c'est monté à une échelle supérieure qui est au niveau des Nations Unies, qui disent qu'ils vont le prendre en compte, Dieu faisant bien les choses, ça va dans le sens du Mali par rapport à même au problème qu'il y a eu lors du nouveau mandat de la MINUSMA, parce qu'on a dit qu'il faut une coordination au niveau des actions. Ça vient appuyer cela, donc tant mieux. Mais il faut que dorénavant, quels que soient les déplacements qui se font vers le Mali ou hors du Mali, mais de forces armées, qu'on soit prévenu, parce qu'on est dans un pays en guerre. Et comme le disait le feu président ATT, dans une guerre, il n'y a jamais de gagnant. Donc il ne faut pas non plus qu'on pousse, jusqu'à arriver à un point où les égos vont dépasser la raison et qu'on va se retrouver dans un conflit avec la Côte d'Ivoire, même si je ne pense pas qu'un côté ou l'autre ait peur. Donc vous plaidez pour une libération de ces 49 Je plaide pour une libération à condition que la Côte d'Ivoire s'engage à assumer toutes les conséquences et toutes les responsabilités qui en découlent en tant qu'État. Ok. Abdoul Niang, la désescalade est encore possible? Oui, forcément, et on est même condamné d'aller vers la désescalade pour le bien de nos deux pays. Maintenant, vous demandiez tantôt les raisons de la garde de ces 49 éléments, c'est pour la manifestation de la vérité, bien sûr. Parce que les enquêtes se poursuivent toujours pour voir tous les contours de cette affaire. Maintenant, comment résoudre cette situation? Et là, on quitte le terrain du droit pour
aller vers la raison d'État. Donc la raison d'État qui va décider, voir qu'est-ce qui est bien pour l'État du Mali et qu'est-ce qui est bien pour l'État de la Côte d'Ivoire, et qui parle de raison d'État, exclut la morale et les droits pour parler maintenant des intérêts fondamentaux de l'État, que ça rime ou pas avec les droits ou la morale. Donc c'est la raison d'État qui va trancher et déterminer la suite. Ok. Comment trouver une solution à cette crise? Discuter, dialoguer avec nos frères ivoiriens, et je pense que procéder à la libération de ces militaires après enquête obligatoirement. Je pense qu'on a eu suffisamment de temps pour mener ces enquêtes-là, savoir la vérité. Et même si on sait qu'ils sont, même si on se dit qu'ils sont là pour un autre dessein, déjà qu'ils ont été découverts, je pense que le dialogue doit primer, procéder à la libération de nos frères ivoiriens et qu'ils rentrent chez eux, et que, comme l'a dit mon co-débatteur, que le gouvernement ivoirien s'engage, il donne un gage que ces militaires-là sont là, comme ils l'ont dit. C'est des Ivoiriens, c'est des militaires ivoiriens, ils seront libérés comme tels, et que nos deux pays puissent travailler main dans la main comme d'habitude, que ces différents-là soient derrière nous. Je pense que c'est la meilleure solution, qu'ils retournent chez eux. Cette tension a aussi entraîné, vous l'aviez rappelé, la suspension de toutes les opérations de relève au niveau de l'aménagement. Est-ce que finalement, on peut dire que l'aménagement a eu son lot de désolation dans cette histoire? Oui et non. Oui et non, pourquoi? Parce que, encore une fois, ça donne raison à ce qui a été demandé par le Mali au niveau des Nations Unies. Et ça aussi, c'est du bon sens. Le Mali a finalement sauté sur l'occasion. Ah, bien sûr, c'est une excellente occasion. Parce que vous ne pouvez pas venir dans un pays, aider ce pays normalement à stopper une guerre ou à maintenir la paix, mais encore faudrait-il que la paix existe, et que vous n'ayez pas des forces qui soient coordonnées avec ces forces-là, parce que forcément il va y avoir des collisions. La dernière fois, je vous ai donné un exemple simple. Si vous suivez des civils, vous, en tant que force armée malienne, qui se réfugient dans un camp, c'est même pas des civils, des terroristes, mais une fois dans le camp, ils se mettent en civil, et c'est un camp de l'aménagement. Normalement, le mandat de l'aménagement les oblige à les défendre contre vous. Parce qu'ils se déclarent comme civils, mais en réalité, ce sont des bandits ou des terroristes. Donc, tu as des risques où tu as les forces armées maliennes qui peuvent être en face des forces de l'aménagement, tout simplement parce qu'il n'y a pas de coordination. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, la priorité, l'aéroport, c'est très bien, mais c'est pas tout, c'est les frontières. Parce qu'il y a les routes. Il y a le Niger, il y a le Burkina, il y a le Sénégal, il y a le Tchad. Moi, je pense qu'au niveau des frontières, il faut renforcer les dispositifs. Parce que si ça ne passe pas par l'air, on va passer par la terre. Donc renforcer les dispositifs également au niveau des différentes frontières avec le Mali et voir comment lutter efficacement, parce que bon, je pense que c'est déjà la mission principale, contre ce fléau qu'est le terrorisme, après tout ce qui est aspect politique, on le verra, mais qu'on renforce la sécurité aux frontières. D'accord. Abdoulniang, l'aménagement, les opérations de relève suspendues, le gouvernement en a décidé. Le gouvernement a bien raison de le faire parce que cet incident met en cause la présence même de l'aménagement. Parce que c'est la présence de l'aménagement qui favorise ces désordres. Si l'aménagement invite des pays qu'elle veut, chacun de ces pays a la possibilité d'inviter qui il veut sur notre territoire. Et les sociétés privées sur notre territoire peuvent faire des contrats avec ces militaires comme elles veulent. C'est un désordre, ça veut dire qu'il n'y a pas d'État dans notre pays. C'est une négation de la souveraineté du Mali. Donc ces désordres ne permettent pas la paix et la stabilité. Et d'autant que cette mission onusienne est là sur notre territoire pour quelle raison? Maintenir quelque chose qui n'existe pas, le maintien de la paix. Comment maintenir la paix dans un environnement hostile? C'est-à-dire comment donner un mandat de maintien de la paix dans un théâtre où les éléments présents sont hostiles à l'État, sont hostiles aux casques blés, hostiles même aux populations civiles. On assiste à des massacres, aux attaques sur des camps, sur des convois militaires, mais les mandats ne permettent pas d'agir. C'est de l'hypocrisie internationale, c'est une complicité de terrorisme et de rébellion qui nous fatigue aujourd'hui. Voilà pourquoi le Mali doit se donner le moyen, soit que l'aménagement change de fusil d'épaule, ou que l'aménagement
plie bagage et pour quitter notre territoire. Parce que tant que l'aménagement continuera de rester sur notre territoire, de tels désordres ne finissent jamais, parce que tous ceux qui sont en train de s'infiltrer dans notre territoire passent par la couverture onusienne pour le faire. Ils ont un badge, l'aménagement a beau nier l'existence d'un lien formel entre eux, mais la couverture de l'ONU est là, des badges sont là. Et comment ils sont venus? L'aviation, la compagnie SAS opère avec qui? D'ailleurs, qui sont derrière cette compagnie SAS qui permet quand même d'amener des éléments et de les faire passer par l'aéroport? Tout ça, ce sont des questions. Ça met en cause et valablement la présence de l'ONU, vraiment, qui n'a pas de raison de continuer d'opérer sur notre territoire. D'accord. L'aménagement est en cause finalement? Mais pas seulement au Mali. Je pense que les missions des Nations Unies n'ont jamais apporté la paix dans un pays en guerre. Depuis 1900, les années 60, ils sont en Congo. Les sources de désordre au Mali? Oui, ça c'est clair. Pas seulement au Mali, je dis. Pas seulement au Mali. Dans tous les pays où les missions des Nations Unies ont eu à travailler, c'est comme ça. Je pense que depuis le début, ils sont là. Pourquoi? C'est eux qui ont empêché l'armée malienne d'entrer à Kidal. Une fois, je me souviens. Ils ont empêché l'armée malienne d'entrer à Kidal. Une fois. Là, ils ont pu s'interposer. Mais quand les Maliens sont attaqués, ils sont là, ils ne disent rien. Leur rôle fondamental, peut-être, c'est procéder à la peinture des commissariats, donner des motos, creuser des forages. Depuis qu'ils sont venus, c'est tout ce qu'on peut mettre à l'air actif. Dire que l'aménagement, ou bien prendre leurs avions quand il y a un massacre, pour conduire nos autorités dans les lieux de massacre pour présenter les condoléances. Je pense que voilà le rôle fondamental de l'aménagement depuis qu'elle est véhiculée au Mali ici. Elles n'ont pas pu empêcher des attaques, elles n'ont pas pu empêcher des massacres. Donc je pense que fondamentalement, elle n'a pas raison d'être. Mais elle est très profiteuse, elle fait exprès. Elle ne se donne pas un mandat à long terme, elle donne des courts termes. Une année, on va se dire oui, peut-être ça ne va pas être renouvelé. Et ils vont renouveler, ils sont là depuis 2000, combien ils vont rester? Si on ne fait rien, ils seront là peut-être 30 ans après. Et chaque fois qu'on va trouver un début de solution à nos conflits, ils vont peut-être faire parvenir certains qui vont créer un petit désordre pour dire que bon voilà, il faut renouveler leur mandat. Puisque à un certain moment, je pense que c'est là, on sentait même cela. Chaque fois que le renouvellement du mandat de l'aménagement s'approchait, on sentait certaines attaques, qu'on les attribue même si c'est à tort. On a dans le droit quand même de les attribuer à quelqu'un, puisque chaque fois que le renouvellement du mandat de l'aménagement s'approche, on sent des trucs, et là on renouvelle. Je pense que l'aménagement, on doit mettre fin à leur mandat. Pas qu'on modifie leur rôle, mais qu'on mette fin à leur mandat. Ils ne nous apportent rien. Voilà. Vu le coût, ce qu'on donne à l'aménagement, je pense que si on donne ça à notre armée, elle est capable de faire 1000 fois. Voilà. Notre armée est capable de faire 1000 fois mieux que l'aménagement si le budget injecté à l'aménagement est injecté à notre armée. On va faire un dernier tour de table avant de clore. 30 secondes déjà. Comment vous voyez déjà la suite de ce dossier? Bon, moi je pense que quand même, l'aménagement, sans le défendre, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Mais s'il y a des actions humanitaires qui sont posées, j'ai envie de dire c'est déjà ça. Et nos autorités, en tant qu'autorités souveraines, ont eu une opposition sur un point précis qui sont les différentes interventions, mais ils ont accepté le mandat de l'aménagement. Donc il faut faire attention. Ça ne nous a pas été imposé comme on nous le fait croire. Le mandat de l'aménagement et son renouvellement... Oui, mais sous des réserves fortes. Hein? C'est ce que je dis, sous des réserves fortes, mais le Mali l'a accepté. Maintenant, si ces réserves peuvent être levées, parce que c'est vers ça qu'on est en train d'arriver, en fait. Si ces réserves peuvent être levées suite à ce type d'action, à ce type d'éléments et d'événements, et que même la Côte d'Ivoire peut même être un allié dans cette lutte, parce qu'ils ont peut-être voix au chapitre un peu plus, qu'ils disent effectivement au jour d'aujourd'hui, il faut qu'au Mali les actions soient coordonnées. Mais je pense que tout mettre sur le dos de l'aménagement aussi, c'est un peu facile. Parce que, je finis sur ça, quand on regarde l'aménagement, c'est budgétivore, ça c'est clair. Ils ne sont pas dans le même ordre de mission que par exemple des gens qui envoient des armes en Ukraine, parce que l'aménagement est d'abord une force qui est mise en place dans le cadre de la solidarité internationale. Donc une fois que tu acceptes qu'ils viennent, normalement tu sais qu'ils ne viennent pas pour combattre. Tu peux demander à ceux qu'on change le mandat,
Mais tu sais que eux, leur première mission, ils ne sont pas là pour ça. Et une fois qu'ils sont en place, si réellement il y a un problème où il y a une filiation entre, par exemple, la MINUSMA et ce type de force, la MINUSMA aurait tout simplement pu dire oui, effectivement, ils sont venus dans le cadre de la mission de la MINUSMA. Donc, à partir du moment où ils ont pris quand même leur distance, il ne faut pas qu'on frappe tout le monde avec le même bâton. Il faut qu'on essaye de manière intelligente, comme font les autres, de voir avec la MINUSMA, de voir avec la Côte d'Ivoire, de voir avec les autres forces, comment on arrive à un schéma correct dans lequel le Mali peut travailler sereinement et eux, ils peuvent aider correctement. D'accord, ok. Comment vous voyez la suite? C'est très simple, c'est-à-dire quand il y a, tu es en conflit contre des mouvements hostiles, l'ONU envoie 12 000 militaires pour t'aider, mais ils ne viennent pas pour se battre, ils viennent pour se promener, ça veut dire qu'ils sont contre toi. C'est très clair, c'est de la mauvaise foi. Et donc, tant que ces éléments militaires sont sur ton territoire, tu n'auras jamais la paix. L'ONU n'a jamais été la solution à un problème. L'ONU n'a jamais apporté quelque part. Et malheureusement, 98% des opérations de maintien de paix de l'ONU se déroulent en Afrique. C'est quand même une déception et un constat révoltant. Il est temps que cela cesse. La suite de cette affaire, c'est la mise en cause de la présence de la MINUSMA. Parce que tant que la MINUSMA est sur notre territoire, de telles actions continueront. Si les autorités maliennes ont opté pour l'option souverainiste de notre territoire, un souverainisme raisonnable, il n'y a pas de raison qu'après le départ de la France, que la MINUSMA continue d'exister sur notre territoire, parce que les résolutions qui donnent mandat à la MINUSMA sont rédigées et défendues au Conseil de sécurité par la France. Donc on ne peut pas chasser la France et la faire venir par la fenêtre. Donc il faut qu'on s'assume une bonne fois pour toutes. Vous avez un dernier mot là-dessus? Un dernier mot à nos autorités de procéder au dialogue avec nos frères ivoiriens et d'apaiser ce conflit-là qui n'a pas raison d'être. Ensuite, par rapport à la MINUSMA, je pense que les gouvernants doivent se donner tous les moyens, d'ici le renouvellement de leur mandat, que la MINUSMA fasse comme la France, qu'elle quitte le Mali. Tant que ces forces-là sont au Mali, je pense qu'il sera très très difficile que nous ayons la paix que nous souhaitons. D'accord. C'est donc tout pour ce numéro de votre émission Regard Croisé, qui recevait comme invité M. Aboulaye Di Alaye Koïta, président du mouvement En Avant, Hassan C, juriste, Abdoul Niang, journaliste. Merci à vous de nous avoir suivis et à notre numéro de votre émission Regard Croisé.